Le chirurgien m'a dit, vous allez voir, vous allez revivre. Et en fait, quand il m'a dit cette phrase, je l'ai pas compris sur le moment. Et en fait, moi, j'ai résumé ça dans le mode, purée, mais demain, je ne suis plus handicapé. Je suis plus une personne en situation de handicap. Et en fait, demain, qui je vais être, quoi. Parce que moi, en fait, je me suis construit avec mon handicap. J'ai vécu depuis 47 ans, je vis avec mon handicap. Et à la différence d'une personne, tu vois, qui a eu un accident de la vie dans son parcours, a la possibilité de faire un peu un avant-après. Mais sauf que moi, quand les gens me disaient, mais tu vas voir, tu vas revivre, c'est que du mieux, je leur disais, mais je comprends pas, quoi. Ça m'a vraiment perturbé. Je me suis posé tout un tas de questions et je me suis adjoint les services d'une psychologue parce que franchement, j'avoue, j'y arrivais plus tout seul. Fabuleux. Eh ben, écoute, bienvenue Loïc sur le podcast. Je suis absolument ravi de t'accueillir au micro des Frappés. Et d'ailleurs, avant toute chose, je tiens à remercier Marjorie qui nous a mis en relation. Marjorie qui est déjà venue 2 fois sur le podcast, qui est devenue plus qu'une ancienne invitée, une bonne copine, j'ai envie de dire, qui m'a pas mal aidé sur plusieurs sujets, gravel, vélo, etc., en me donnant de très très bons conseils et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à toujours échanger. Donc quand elle m'a dit il faut absolument que tu parles à Loïc, j'ai foncé. Et vu l'échange qu'on a eu en off, je sais déjà que c'était une très très bonne idée. Donc voilà, bienvenue Loïc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et effectivement, merci à Marjorie de cette opportunité qui se présente. Yes. Loïc, en quelques mots, si tu devais te présenter, tu vois, dans un ascenseur entre 2 étages, qu'est-ce que tu dirais de manière très très synthétique sur ton parcours, qui tu es, ce que tu fais? Alors, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Loïc. Je viens d'avoir 47 ans. Alors, mon parcours est un peu atypique parce que à la naissance, notamment à la maternité, j'ai contracté une infection qui s'appelle une ostéomyélite. Alors, une ostéomyélite, c'est quoi? C'est c'est une inflammation, une destruction des articulations osseuses qui sont causées par des bactéries. Voilà, et le constat est rapide dans le sens où 80% de mes articulations, du côté droit ont été touchées et détruites, donc à savoir la mâchoire, l'épaule et la hanche. Donc concrètement, ça se schématise comment? C'est que mes membres du côté droit sont plus courts que ceux du côté gauche. Donc par exemple, quand je marche, j'ai un léger déhanchement. Quand tu dis plus court, pardon, c'est significatif ou... Aujourd'hui, avant, parce que là, dans mon aventure, reste très récemment, parce qu'on est en plein dedans, je me suis fait opérer d'une double prothèse totale de hanche, et avant cette intervention-là, j'avais 5 cm d'écart entre les 2 jambes, donc je boite, j'ai une semelle qui ne compense pas l'intégralité de l'écart, parce que ça serait trop conflictuel pour la structure osseuse, au niveau du rachis notamment, au niveau du dos. Mais j'ai une semelle de 2 cm pour m'aider à alléger les douleurs, si je puis dire. Ok. Donc voilà, et puis après je me suis construit avec ce handicap depuis, comme je le disais, depuis maintenant presque 47 ans. On est devenu très complices, si je puis dire. Je sais pas si on peut dire j'ai presque même signé un CDI avec lui. Et en fait, je me suis construit avec mon handicap. J'aime à dire qu'il a souvent été ma plus belle opportunité parce qu'il m'a construit, il est devenu une partie de ma force. Voilà, donc on a été complices et c'est grâce à lui que j'ai fait tout ce parcours atypique, donc cette carrière de cyclisme de haut niveau en paracyclisme. Parce que avant toute chose, le cyclisme a été aussi mon moyen de rééducation. C'est comme ça que je suis arrivé dans cette discipline. J'ai connu des compétitions nationales, internationales. J'ai failli connaître les Jeux paralympiques. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Ouais, carrément. Voilà. Et puis après ma carrière de haut niveau de cyclisme, j'ai pratiqué une autre discipline dans le sport qui s'appelle le prone paddleboard, qui est considéré un peu comme si je pouvais faire un parallèle, c'est l'ultra trail des océans. C'est-à-dire qu'on rame sur une planche de 6 mètres environ et on parcourt des distances entre 30 et 40 kilomètres. Donc à la seule force des bras, sans pagaie, sans assistance, sans aide. Voilà, après quoi d'autre de formation, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en génie industriel et puis en 2018 avec ma femme, on a créé une société de production audiovisuelle pour notamment réaliser des documentaires sur le dépassement de soi.
Excellent. Donc ça, c'est Loan Prod, si je le prononce bien. Exactement, tout à fait. C'est Loan Prod. Et puis voilà. Et puis je fais aussi des conférences. J'en fais pas souvent, mais je me suis un peu aussi lancé dans cette activité-là pour partager mon parcours et c'est une super expérience. C'est ultra enrichissant en fait. Génial. Fabuleux. Eh ben, écoute, merci pour cette brève présentation. Si on revient au commencement du commencement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette maladie, enfin de ce que tu as contracté du coup dès la maternité? Ouais. Alors, j'avais préparé l'épisode, mais j'étais pas tombé sur le nom, tu vois, de ce que tu as, Yes. de ce que tu as Oui. décrit. Donc, Bien sûr. je veux bien que tu nous en Bien dises un sûr. petit peu plus. En fait, ouais, une ostéomyélite, c'est un peu comme contracter un staphylocoque quand on est à l'hôpital en fait ou dans une clinique. Donc en fait, c'est un virus c'est une infection qui s'attaque aux articulations. Donc ce qui fait que tout petit, j'ai plus de colle de fémur par exemple sur la hanche. J'ai ma hanche qui tient que par les muscles. Mon épaule, pareil, c'est que les muscles, c'est la masse musculaire qui tient l'articulation, parce que j'ai plus d'articulation humérale sur l'épaule. Et sur la mâchoire, ma mandibule a été détruite par ce virus. Et en fait, je crois que c'est aux alentours de, quand j'ai l'âge de 10 ans, mon ouverture buccale, je peux à peine passer une cuillère à café, quoi. Oh, waouh. C'est très compliqué parce qu'ils ont tenté beaucoup d'interventions. J'ai fait pas mal de séjours en hôpital pour qu'ils puissent trouver une solution qui à chaque fois n'a pas fonctionné. Et en fait, c'était aux alentours de 14-15 ans. On peut dire, je pense, que c'était un peu l'opération de la dernière chance. C'est mon oncle qui travaillait à l'hôpital de la Timone à Marseille, qui me dit, il y a un chirurgien, un professeur assez réputé, je te propose d'aller le rencontrer, ça coûte rien, ça peut être, il peut peut-être avoir une solution à me proposer. Et en fait, à l'issue du rendez-vous, le professeur me dit, écoute, j'ai une solution, je l'ai jamais tenté, ça sera en quelque sorte presque une première mondiale, mais je pense on peut le tenter. Et en fait, l'opération consistait à réaliser une double greffe, à savoir une greffe osseuse, en me ponctionnant un morceau d'os sur mes côtes pour pouvoir reconstituer la mandibule. Et ensuite, il s'agissait de prendre un morceau de peau derrière l'oreille, donc une greffe de peau, pour pouvoir mettre ce morceau de peau entre les deux morceaux d'os qui reconstituaient la mandibule pour éviter que le greffon ait une croissance trop importante. En fait, c'était juste pour stopper sa croissance, en fait, et pour pouvoir bien stabiliser l'articulation. Donc j'ai eu cette intervention-là, j'avais 15 ans, je crois. Ok. Alors, alors attends, parce que là j'ai plein de questions qui me viennent. Déjà, juste sur le terme, pour être sûr que j'ai bien noté ça, c'est une ostéomyélite, c'est bien ça, hein? Exactement. Ostéomyélite, ok, donc infection osseuse. En fait, là, on dit ostéomyélite à foyer multiple dans le sens où elle a touché ma hanche, mon épaule et ma mâchoire. D'accord. Ce qui est le développement normal, entre guillemets, de cette infection, Oui, ça peut être très localisé. En fait, ils ont mis tellement de temps à comprendre ce qui se passait que le virus a fait son chemin, si tu veux. D'accord, ok. Tu vois, s'ils l'avaient trouvé, s'ils avaient découvert ce qui se passait à l'intérieur de moi, ça aurait pu ne toucher que la hanche, que l'épaule ou que la mâchoire. Bon, le fait est que voilà, ils ont mis un peu de temps à détecter cette infection avant de la stopper, quoi. Et ça, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément de signaux visibles. Ils comprenaient pas trop ce qui se passait. J'avais de la fièvre, mais ils n'arrivaient pas à comprendre, quoi. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps à être localisé. Ok. Sur cette intervention de la dernière chance, comme tu disais, 14-15 ans, comment ça se passe quand il y a une intervention qui t'est proposée, on va dire, hors protocole habituel, puisque tu disais que c'était quasiment une première mondiale même. Toi, finalement, c'est toi que ça concerne directement, mais tu es encore mineur. Comment ça se passe dans ces cas de figure? C'est tes parents qui décident pour toi? Tout se fait en concertation? Oui, bien sûr. C'est les parents qui donnent l'autorisation au professeur de réaliser l'intervention. Alors, bien évidemment, il y a aussi un échange avec les parents. Voilà. Alors là, en l'occurrence, avec mon père, parce que mes parents ont divorcé tôt. Mais oui, je disais à mon père, oui, je suis OK. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Enfin,
j'étais pas du tout réfractaire à ça. J'étais même, moi, quand le professeur m'a dit, on va tenter ça, c'est une première mondiale, enfin voilà, c'est limite, ça me faisait rêver, quoi. Ouais. Je me disais, bah Ouais. chouette, quoi. Enfin, c'est, allons-y, quoi. Enfin, je sais pas si je peux dire j'étais fou ou ignorant, mais enfin, en tout cas, j'avais pas de crainte, j'avais pas de peur. Enfin, je faisais confiance, je pense, au professeur. Ou voilà, je me disais, de toute façon, dans l'état où j'étais, à savoir où comme je te le disais, je passais à peine une cuillère à café, je me disais, ça peut être que du mieux, quoi. Hmm. Ou en tout cas, ça peut pas être pire. Comment ça a été quoi du coup jusqu'à tes du coup 14-15 ans? Ça a été quoi les conséquences alors il y a des choses évidentes. Tu disais que tu avais des membres plus courts à droite, donc Mmh. je suppose que là ça entraîne plein de choses sur ta motricité, Ouais. etc. Le type de sport que tu peux faire. Mais est-ce qu'il y a des impacts auxquels on pense pas tout de suite quand on n'est pas concerné par une ostéomyélite que toi tu as vécu pendant toutes ces années? Bah, en fait, on se crée plein de routines parce que au niveau de mes hanches, par exemple, je n'ai aucune mobilité. Je peux pas écarter les jambes, je peux pas relever la jambe au-delà de 70 degrés, tu vois. Enfin, par D'accord. exemple, pour mettre mes chaussettes, je peux pas les mettre comme quelqu'un, quoi, comme quelqu'un de normal, je vais dire. Il a fallu que je me crée des routines, des méthodes, si je puis dire, pour pouvoir mettre mes chaussettes, pour m'habiller. Mais je me suis construit toutes ces routines-là pour être le plus autonome possible et le plus rapidement possible, tu vois. Et on se construit en fait. C'est pour ça que je dis souvent, je me suis construit avec mon handicap. Qu'en fait, j'ai appris à le Mhm. connaître, j'ai appris à l'écouter, à voir comment on pouvait avancer ensemble. Et alors bien évidemment, il y a des moments où je demande de l'aide, même si c'est très compliqué pour moi de demander de l'aide. Mais voilà, j'ai essayé en tous les cas d'être le plus autonome possible. Comment tu montes sur un vélo du coup? Parce que tu disais que le cyclisme a joué une part ultra Ouais. importante si t'as pas de mobilité dans les hanches. Bah, j'avais aucune mobilité, ouais, effectivement, dans les hanches, mais donc le professeur qui me suivait sur les hanches me disait, il faut que tu te muscles les hanches, le bassin, les fessiers, les cuisses, pour pouvoir t'aider à mieux marcher, à te tenir plus droit. Donc, fais du vélo parce que ça sera plus amusant que d'aller faire du kiné. Et puis, faire du vélo, c'est un peu la liberté quand on est jeune. On part là où on veut. Enfin voilà, c'est donc je commence à prendre goût au vélo par ce biais-là et par cette rééducation, si je puis dire aussi. Donc c'est un moyen de m'entretenir, et de permettre de m'avancer, d'avancer pardon, Mhm. et de me construire là encore. Et en termes d'identité, alors tu l'as déjà dit plusieurs fois, tu t'es construit avec, à travers ton handicap. Quand tu as 14-15 ans, cette opération de la dernière chance, comment on te l'avait présenté? Est-ce que c'était euh, la fin de ce handicap, une solution définitive, ou est-ce que c'était améliorer ton quotidien, mais sans complètement enlever ce handicap? Et en fait, derrière ma Ouais. question, il y a, est-ce que déjà à 14-15 ans, il y a eu ce sujet d'identité de ah ben là, potentiellement, je serai plus Loïc qui a contracté une ostéomyélite. Ouais. Alors déjà, je pense que j'étais trop jeune pour me dire il y aura un Mhm. changement d'identité. Tu vois, j'avais Ouais. pas. Je pense que j'étais vraiment tellement insouciant. Enfin, c'est l'insouciance de la jeunesse, je pense. Et je l'ai vraiment ressenti, tu vois, par rapport à mes deux récentes interventions sur les prothèses de hanche, qui elles, par contre, tu vois, en termes d'identité, m'ont énormément chamboulé. Ouais. Mais sur la mâchoire, pas du tout, parce que comme je te disais, donc j'étais jeune, insouciant, et je me dis non, ça va fonctionner. Enfin, moi, j'étais hyper positif. Je pense que je pouvais peut-être même remonter le moral de mon entourage, tu vois, parce que Ah oui. bah ouais, je pense qu'ils étaient vraiment inquiets pour moi, et ce qui est normal, et parce que ils se disent mais où est-ce qu'il va, où est-ce qu'on l'emmène, et je suis conscient que c'est pas évident quand on est dans la famille de signer une autorisation d'intervention et sur une telle intervention, tu vois, enfin c'est je suis conscient de ça, et mais vraiment ouais, j'avais aucune inquiétude, quoi. Et alors, par contre, il y a eu un événement particulier dans cette intervention, c'est qu'à la sortie du bloc et pendant l'intervention, ils m'ont touché le nerf facial sur le côté droit, évidemment, et ça a eu pour conséquence de paralyser tout le visage du côté droit. Donc, je pouvais plus fermer l'œil, je pouvais plus bouger le sourcil, les lèvres ne bougeaient plus non plus, j'avais plus de sensation de peau. Et le professeur à l'époque m'a dit, ben, on est désolé, on a fait une bourde, qu'en gros, c'était le risque, un des risques de l'intervention, on a touché le nerf facial et tu ne retrouveras jamais ta mobilité, quoi. Tu vas devoir vivre avec ça.
Et dans des chambres d'hôpitaux spécialisés en stomatologie, il n'y a pas de miroir pour éviter aux personnes de se voir dans un miroir pour éviter de voir les dégâts ou voir comment on est en fait. Donc déjà quand le professeur m'avait dit tu ne retrouveras jamais ta mobilité, ça m'a boosté à me dire bah ça c'est hors de question. Moi je resterai pas comme ça et je ferai tout, et je vais tout mettre en place pour retrouver ma mobilité. Si ça doit prendre 6 mois, 1 an, je le ferai. Enfin, je mettrai tout en œuvre. Mais là encore, j'étais jeune, insouciant, et le premier jour de ma rééducation, je me suis retrouvé devant un miroir parce qu'il fallait que je voie comment réaliser les mouvements de rééducation. Et en fait, j'ai vraiment constaté les dégâts. Et alors là, ça m'a mis un coup. Là, je dois l'avouer, par contre. Et en fait, il y a une larme qui a commencé à couler sur ma joue que j'avais pas vue et que je ne sentais pas en fait. Et en fait, ça a été un énorme déclic pour moi, dans le sens où je me suis dit, c'est la première et dernière larme, qui coulera sur ma joue, quoi. Et c'est hors de question que je ne retrouve pas de cette mobilité. Enfin, je vais tout mettre en œuvre et les exercices, s'il faut les faire plusieurs fois par jour, ben, je le ferai. Enfin voilà. Et j'ai mis 8 mois pour retrouver mon entière mobilité. Et aujourd'hui, ben il y a plus de séquelles, quoi. Donc, mais ça a été un moment marquant de cette intervention, en tout cas de ce post-opératoire. Ouais. Là, du coup, scolairement parlant, puisque à cet âge-là, c'est l'essentiel de la vie, en fait. C'est quoi ta situation? J'imagine que tu es dans un établissement normal, simplement après l'opération, tu n'y vas pas pendant quelques temps? Ben alors, en fait, ce qui s'était passé, j'étais en fin de 3e, je venais d'avoir le brevet, j'ai passé donc 2 mois à l'hôpital, j'ai passé mes 2 mois de juillet-août à la Timone. Et sauf que je rentrais en seconde en septembre, mais j'avais pas récupéré de mon intervention, j'étais fatigué, enfin j'étais pas dedans si je puis dire, et j'ai raté ma seconde, tu vois, j'ai redoublé. Mais ce qui a été quelque part ce qui a été un bienfait, enfin ça a été bénéfique pour moi. Mais après, au-delà de ça, oui, j'ai suivi une scolarité normale, alors que dans ma jeunesse, on m'a toujours dit que je ne ferais pas d'études, que je finirais dans un ESAT, Ah ouais, waouh. Ouais, ça a été mais j'ai des instituteurs qui avaient dit à mes grands-parents votre petit-fils, il fera rien de sa vie, quoi, il finira dans un ESAT, il fera rien, quoi. Et ça aussi, c'est fou, ça, c'est hallucinant. Mais si tu veux, je leur dis merci, ces personnes-là, aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je leur dis merci parce qu'ils ont forgé ce caractère que j'ai aujourd'hui. Ils m'ont permis de trouver une force que je soupçonnais pas. Enfin voilà, et en moi, je leur disais, mais vous verrez, dans quelques années, on rigolera, mais dans l'autre sens, quoi. Et aujourd'hui, je les remercie et je leur en veux pas. Hein. J'ai aucune amertume, quoi. Ouais. Alors, sur le sujet de. Alors, je porte pas de jugement. Il m'est arrivé un peu la même chose. Alors, évidemment, pas du tout sur le même registre, mais moi, c'était avec le sport de haut niveau parce que j'avais fait le choix de pas être j'étais pas en sport-études. Donc, j'étais dans un lycée privé d'ailleurs, mais classique. Mais en seconde, j'ai dû rater quasiment 3 mois de cours avec les stages et les compétitions à l'étranger parce que j'étais déjà en groupe France judo. Ok. Et ouais, bon, j'avais 0 soutien de mes profs et du coup, mes notes ne suivaient pas forcément dans toutes les matières. Et donc, ouais, je me rappelle d'une réunion parents-prof d'orientation, comme il y a régulièrement en début de lycée, où mon prof principal, avec toute sa bienveillance avec toute sa bienveillance, on va arrêter là, recommandait à mes parents, tu vois, vu mes notes et sur la base uniquement de mes notes, de m'envoyer en filière carrosserie. Alors, j'ai absolument rien contre la carrosserie, tu vois, mais c'est pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et en fait, carrosserie, parce qu'il se trouve qu'il y avait un lycée professionnel carrosserie attenant au lycée général, tu vois. Enfin, voilà, donc... Bon, comme toi, tu vois, ça m'a mis une rage terrible. Ouais, je me disais, mais c'est quoi ces conseils? Et heureusement, mes parents, en tout cas mon père avait fait des études et donc il s'est dit, bah non, il voyait bien la situation, il voyait bien ce que je pouvais faire et donc j'ai pas du tout fait carrosserie, j'ai fait 2 ans de classe prépa, une bonne école derrière, des postes intéressants. Enfin voilà, c'est pas une finalité en soi, tu vois, mais je me dis, c'est là où je leur en veux pas non plus aujourd'hui parce que comme toi, je pense que je m'en suis nourri, mais je me dis, mais un ado, un enfant à cet âge-là, tu vois, qui a peut-être moins de repères familiaux, moins de volonté. Parce que toi, on pourrait dire aussi, tu vois,
quelque part, l'adversité, tu avais déjà connu. Quand on te balance ça, que tu vas finir en ESAT, ça fait déjà 15 ans que tu vois, Ouais. tu te gères au quotidien avec tes problèmes. Mmh. Et quelqu'un qui a moins ce cadre-là, je me dis, ça se trouve, les dégâts, ils sont. Enfin, les dégâts. Ah, ça peut être terrible, oui, Ça peut être terrible, tu clairement. vois. Ouais, clairement. Je suis d'accord. Donc, je leur en veux pas moi non plus, mais je me dis, c'est quand même hallucinant que des adultes puissent pas mesurer le poids et l'impact de leurs paroles sur Ah des ouais, gens encore en construction, quoi. c'est clair. On dit que entre les enfants, des fois, les échanges sont compliqués, mais oui, là, des fois, c'est violent, quoi. Oui, c'est Ouais, clair. ouais. Et d'ailleurs, pour finir sur cette partie de ton adolescence, ça s'est passé comment socialement l'interaction avec tes camarades à ce moment-là? Bah, c'était compliqué également parce que, bah, comme je te le disais, quand les jeunes, enfin les enfants, il y a de la moquerie, on se rend pas forcément compte de ce qu'on dit. Mhm. Voilà, c'est ça. J'ai vécu le canard boiteux, j'ai vécu, tu feras jamais d'études, moi je serai ingénieur, toi tu seras éboueur. Enfin voilà, j'étais pas le vilain petit canard de, de la classe, si je fais en faire de jeu de mots, mais pas loin quoi. Enfin Ouais. mais bon voilà, après en plus moi j'avais un profil assez solitaire. Enfin, j'ai toujours un profil assez solitaire, donc j'avais pas non plus un grand groupe d'amis autour de moi, mais c'était pas un souci pour moi quoi. Moi je traçais ma route et voilà, je me nourrissais de tout ça et j'avais des rêves et j'étais convaincu que ces rêves-là un jour je les mettrais en œuvre quoi, ou en tout cas j'arriverais à les réaliser. Il y avait déjà le cyclisme dans ses rêves à ce moment-là? Non, franchement, le cyclisme. Enfin, il y avait du vélo évidemment parce que ça faisait partie de ma construction, de ma kiné, mais j'avais pas du tout ces rêves de. C'est arrivé plus tard, ces rêves de compétition, voilà, de faire des grandes compétitions. C'est devenu beaucoup plus tard ça. Bah, je te propose que tu nous en dises un peu plus. Comment c'est arrivé tout ça et surtout le passage à l'action. Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse, tu vois, parce Ouais, qu'entre bien les sûr. rêves et l'action, il y a parfois Mm. alors des grands pas ou pas, mais en tout cas, il y a des pas à faire. Donc, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi. Ouais, carrément. Non, en fait, c'est arrivé. J'étais en école d'ingénieur en fait. Donc je faisais bien évidemment, donc je faisais toujours du vélo, mais vraiment pas, on va dire, à dose homéopathique. Mais c'était quand j'étais en école d'ingé, ça a commencé à me titiller un peu plus, euh, parce que j'avais vraiment envie de grandes compétitions. Mais après je me suis dit, purée, mais comment faire des grandes compétitions quand on a une jambe plus courte, un bras plus court. Enfin, comment faire pour, enfin, c'est peut-être un peu illusoire. Enfin, qu'est-ce qui se passe et donc je commence à faire du vélo et puis je me dis est-ce que j'en suis vraiment capable quoi. Est-ce que je pourrais faire ces grandes compétitions j'ai des doutes quoi en fait. Et puis un jour je commence à faire des recherches sur des courses en e-sport pour voir comment ça se passe mais à l'époque là on est en 2001 2002 et à cette époque le handisport est très confidentiel. Et il n'y a pas beaucoup de courses, il y en a très peu en France. Donc je commence à faire des courses autour de chez moi en fait. Et c'est là que je commence à prendre le virus quoi. Et ça commence à me plaire. Et la compétition, et au début c'est pas forcément la compétition contre les autres qui m'intéresse, mais c'est presque plus la compétition contre moi-même qui m'intéresse. Parce que je me challenge en fait à chaque compétition. Je me dis tiens je peux aller un peu plus loin, je peux en faire un peu plus. Et puis comme je suis un peu têtu, je m'impose une hygiène de vie. Je commence à m'imaginer que je peux peut-être faire du haut niveau. Et puis je commence à être rigoureux dans mon hygiène de vie, dans mes entraînements. Voilà, le vélo commence vraiment à prendre une place importante dans ma vie. Là, tu es encore autour de Marseille à ce moment-là? Non du tout. Alors je vis. Alors, oui, alors, je l'ai pas précisé. Donc je vis sur Bordeaux. Ok, Donc là sur mes études, je l'ai fait à La Rochelle. ok. Voilà. Et Grande terre de vélo. une grande terre de vélo. Et puis c'est sympa comme cas, hein, il y a pire. Hein. Oui. On peut aller spotter sur l'île de Ré. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Et puis je fais des courses en Vendée. Et puis en fait, je m'aperçois que je fais des résultats. Et puis je m'aperçois que je suis pas mauvais quoi. Et que je me dis, on peut aller encore plus loin quoi. Et puis je commence à faire des courses en e-sport. Je commence à prendre part aux championnats de France, des coupes de France.
Et puis il y a le sélectionneur de l'équipe de France en e-sport qui commence à me repérer, qui me dit ah bah t'es nouveau, on ne connaissait pas, tu viens d'où, voilà, bah c'est intéressant ce que tu fais, on va te surveiller, on va te suivre, t'inquiète pas, nani naner. Et puis jusqu'au jour où c'était fin 2003, début 2004, donc là on était sur l'Olympiade d'Athènes. Le sélectionneur me dit bah écoute, on va t'intégrer dans la liste des sportifs de haut niveau sur les listes ministérielles. Et puis tu vas intégrer l'équipe de France et puis tu seras remplaçant pour les Jeux d'Athènes. Donc ça consistait à si jamais moi je ne suis pas parti à Athènes, mais si un athlète qui était sélectionné pour les Jeux venait à se blesser, c'était moi qui était dans les premiers rangs pour le remplacer. La classe. Et là, on se dit purée, waouh, en fait c'est le début du rêve qui commence à se créer. On commence à toucher du doigt un univers qu'on pensait inatteignable. Enfin voilà, et puis je pense que on se dit il en faut encore plus. Enfin, voilà, j'ai envie d'en Attends, mais faire là encore déjà, plus. là déjà, sur le moment où tu apprends que tu vois, t'intègres l'équipe de France, que tu es remplaçant, il y avait une notion de remplaçant 1, remplaçant 2, etc. en vélo ou... Pas forcément, il y Non, avait un groupe remplaçant 2. il y avait un groupe, et puis après c'est pas forcément moi, pardon, qui partait, mais déjà d'être dans la liste de Ouais. ministérielle du haut niveau, enfin moi c'était une véritable fierté quoi. J'étais là, je dis waouh, purée. Ben justement, et j'allais te demander, tu l'as appris comment et c'était quoi si on fait un petit arrêt sur image là-dessus, parce que là c'est déjà la concrétisation, tu vois, alors même si tu disais que Ouais, le cyclisme c'était pas le rêve non, initial, ouais. mais quand même quoi, c'est hallucinant. C'est le DTN, hein, c'est le directeur technique national de la section handisport qui t'appelle et qui te dit on va t'intégrer sur la liste ministérielle quoi. Félicitations quoi. Et là t'en reviens pas quoi. Énorme. T'en reviens pas parce que là tu penses à tous les gens qui t'ont dit t'arriveras à rien dans ta vie, tu feras rien de ta vie. Enfin voilà, et là tu te dis waouh, c'est chouette quoi. Enfin j'étais vraiment fier de ça, mais tout en me disant ça me suffit pas, il m'en faut plus quoi. Enfin, Ouais. c'est le début quoi. Donc là on était, tu disais 2001, c'est ça? 2003, 2003. fin 2003, début 2004 quoi. Donc Ok. après il y a les Jeux d'Athènes qui se passent et puis comme je te disais, j'en veux toujours plus. Et puis après je m'astreins vraiment à une hygiène de sportif de haut niveau. Pour moi c'est mon métier quoi. Je considère ça. On n'a pas de statut de professionnel dans l'handisport, mais je me considère comme un pro quoi, en fait. En plus après mes études d'ingénieur, j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui réalisait des conventions avec la fédération handisport, donc on avait des adaptations de planning pour pouvoir s'entraîner facilement, donc ça a été aussi une grande chance. Oui, petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne seraient pas familiers du mécanisme des remplaçants et qui pourraient se dire bon on est remplaçant, du coup si on va pas au jeu c'est comme ça. Oui, en fait les remplaçants, leur rôle, leur mission, c'est d'être fin prêt pour le jour J, parce que jusqu'au dernier moment Ah il peut bien y sûr, avoir des blessures. exactement. Faut se Donc tenir d'ailleurs, prêt quoi. ouais, exactement. D'ailleurs, je sais pas, ils vous font venir quand même physiquement, ils vous Non, faisaient venir, non? non, Ok. j'étais à Bordeaux, moi j'étais à Bordeaux, mais je m'entraînais. Comme tu le dis très très justement, je m'entraînais comme si demain on m'appelait quoi. Ouais. Tu reçois un coup de téléphone, tu pars demain et voilà. J'étais vraiment dans une spirale d'entraînement et de préparation et d'être prêt à une Ouais. échéance quoi. Ouais. Ce qui est à la fois hallucinant, tu vois, d'être sur les listes ministérielles, même, enfin, remplaçant, c'est pour une échéance comme les Jeux. Mais voilà, ça souligne aussi un peu, alors pas l'ingratitude du sport, mais faut être prêt du coup à s'entraîner comme si on y allait, en sachant qu'il y a de très fortes chances qu'on n'y aille pas. Ce qui est Ouais, déjà un beau défi, je trouve. c'est clair. Après, peut-être l'avantage que j'ai eu, c'est que dans le vélo, il y a ce côté ingrat, c'est on peut travailler pour les autres, mais on travaille pas pour Oui. soi, en fait. C'est ce rôle de grégario hein, qu'on appelle, le rôle de porteur d'eau. Mais ça, moi, j'adorais, tu vois, entre guillemets, me défoncer pour mes coéquipiers, quoi. Moi, j'étais prêt à me mettre, à me plier en quatre pour faire en sorte que mon coéquipier gagne, quoi. Ça, c'est le rôle d'équipier. Moi, j'adorais ce rôle-là, quoi. J'étais pas forcément peut-être le meilleur. Je sais pas si je peux dire j'étais un leader, mais en tout cas, j'adorais ce rôle de coéquipier aussi, quoi. Ouais.
Oui, c'est vrai que oui, tu fais bien de le préciser. Je j'ai jamais fait de compétition de vélo, et cetera, mais oui, c'est vrai qu'il y a je pense que c'est peut-être un sport où il y a peut-être beaucoup plus que dans beaucoup d'autres, cette notion de, travailler pour que Ouais, tu vois, un collectif qui travaille pour qu'un ouais, gars à la c'est fin, ça. C'est un sport ouais, collectif, mais à la fin, il y en a qu'un qui gagne, quoi. ouais, ouais. Et cette personne-là qui gagne, cet athlète qui gagne, c'est grâce à son équipe, mais c'est moins visible que pour une équipe de foot ou de rugby, par exemple. Ouais. OK, donc là, les Jeux d'Athènes, se passent, derrière, donc tu dis que tu trouves un emploi, toujours dans le coin, Bordeaux, La Ouais, Rochelle, enfin sur ce Bordeaux. Là, après, je suis arrivé sur sur Bordeaux? Bordeaux. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise qui s'appelle, à l'époque, il s'appelait, alors je vais pas donner le nom parce que les gens ne comprendront pas. Je vais dire Airbus DS, donc c'est Airbus Defence and Space, c'est la branche spatiale de Airbus. J'ai fait mon stage de fin d'études chez eux et j'ai eu l'opportunité. En fait, ils m'ont embauché à la suite de mon stage de fin d'études, quoi. Donc ça a été une grande joie pour moi. Et ces boîtes-là, en fait, c'est des boîtes comme Airbus. Elles ont des passerelles avec les fédérations. Enfin voilà, il y a des avantages pour les sportifs de haut niveau. On avait des plannings aménagés. Enfin voilà, en fait, je pouvais travailler, m'entraîner plus facilement qu'une personne qui a pas ces passerelles-là, quoi. Donc ça aussi, Ouais. ça a été, ça m'a beaucoup aidé, ça, clairement, quoi. Donc je suis à Bordeaux. Et bah, comme je te disais, j'en veux toujours plus. Le sport, le cyclisme, c'est un sport qui coûte cher parce que les vélos, ça coûte cher. Il y a les déplacements. Enfin, voilà, logistiquement parlant, ça, c'est coûteux. Et en fait, je me disais, mais j'avais un copain qui était cycliste en e-sport, qui était dans l'équipe Cofidis à l'époque, l'équipe pro Cofidis, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi moi, je n'intégrerais pas non plus un top Mmh. team, mais bon, lequel, et puis comment on fait ça, c'est pas. Et puis en fait, il y avait une équipe qui me plaisait beaucoup de par son ADN, de par les valeurs qu'elle transmettait. C'était l'équipe le team de Jean-René Bernaudot qui, alors aujourd'hui c'est le team Total Energy et à l'époque c'était Bouygues Télécom. OK. Et en fait, dans ces situations-là, moi en général, je me pose pas trop de questions. Je me dis, je vais aller frapper à la porte, quoi. Alors tout le monde me disait, mais t'es complètement fou, que le mec il voudra jamais te recevoir. Enfin, t'es personne toi par rapport à lui. Je dis, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, moi j'ai envie d'essayer et ça coûte rien. Et je me suis retrouvé à aller en Vendée, donc au siège social de l'équipe qui est en Vendée. Et puis je toque à la porte c'est un manoir, c'est un château, le siège. Je vois la secrétaire à l'accueil, je dis bonjour, je voudrais rencontrer Monsieur Bernaudot. Ah bah oui, il est là, je vais voir si je peux vous recevoir. Et Jean-René me reçoit, je me retrouve dans le bureau de Jean-René avec les maillots de Thomas Vauclair, Laurent Brochard au mur, accrochés au mur. Puis je me dis purée, mais où est-ce que il y a un moment donné, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Je suis peut-être un peu fou quand même. Et puis je commence à lui raconter mon histoire, ce que je voudrais faire avec lui. Et puis je crois que c'est au bout de 10 minutes, tu vois, il me coupe la parole. Et là, je me dis, bon, c'est plié, c'est foutu. Il va me dire de rentrer chez moi gentiment. Et puis voilà. Et puis là, il me dit, bah ok, ton histoire me plaît. On va aller dans les hangars et puis on va t'équiper. Ah ouais, Et comme ça? ouais. Et là, je me dis, mais c'est une blague. Enfin, Et effectivement, je l'accompagne. Il me dit, moi voilà, il y a les mécaniciens de l'équipe. Bon, bah voilà, je vous présente Loïc. Il va faire partie du team, donc on va l'équiper en vélo, en fringues. Voilà, tu fais partie du team. Bienvenue. Ah la Et vache! c'est voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a, enfin, c'est une des expériences qui me dit qu'il faut tout tenter, quoi. Faut vraiment pas avoir de Mmh. frein, même si on pense qu'on va être ridicule, ou qu'on va paraître fou, mais voilà, quoi. Et j'ai vécu, je me suis retrouvé à faire des stages d'entraînement de début de saison avec des gens comme Thomas Voeckler, Laurent Brochard. Enfin voilà, et toi, je me revois le petit enfant qui voyait ses coureurs à la télé. Je me retrouve avec eux faire des sorties en vélo. Enfin, c'est juste dingue, quoi. Voilà, Parce c'est que incroyable. ça se présente comment, les stages, les compétitions, et cetera? Là, à ce moment-là, tu es dans une filière handi ou tout le monde s'entraîne ensemble et Non, en fait, là, il n'y a pas de filière à l'époque. Enfin, aujourd'hui, je ne saurais pas te dire comment
c'est structuré. Mais à l'époque, on est chacun dans notre coin en fait, en termes de, au niveau handisport, quoi, tu vois. On D'accord. s'entraîne, on se crée nous-mêmes notre team avec notre entraîneur, notre prépa physique. Voilà, on se cherche des personnes qui peuvent nous aider à évoluer, à se construire, à performer, tu vois. On Et n'a du pas coup, quand du tu tout. concours, par contre, tu concours sous le maillot Alors par contre, du team. voilà, ouais, je concours sous les couleurs de Bouygues Télécom, donc ça aussi c'est une immense fierté quoi, de faire des compétitions en France avec le maillot quoi. Enfin ouais, c'est vraiment une fierté quoi. C'est trop beau quoi. C'est magnifique quoi. C'est de se dire je porte les couleurs. Enfin je représente ce team. Ils m'ont fait confiance. Enfin maintenant c'est à moi aussi de leur prouver qu'ils ont eu raison. Que voilà c'est. Alors ça met peut-être une forme de pression derrière parce qu'on se dit je suis redevable d'eux. Hmm. Mais Jean-René est pas comme ça, quoi. C'est quelqu'un de très humain, de très, très affectueux. Enfin voilà, il est vraiment, il est pas du tout, il met pas la pression. C'est pas quelqu'un qui va te dire, t'es dans le team, maintenant il joue des résultats, quoi. Ouais. Il sera toujours là pour t'aider si t'as des questions. Enfin, vraiment quelqu'un de très proche, quoi. T'as gardé tes maillots de l'époque? Ouais, Ah, j'en ai gardé, j'en ai même encore un peu trop. Parce que c'est vrai. ma femme me dit souvent, il va falloir que tu réfléchisses à de me dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Mais ouais, j'ai gardé. J'arrive pas à les jeter, quoi. Ouais, tu Ni à m'étonnes. les vendre, quoi. C'est même, tu vois, j'ai gardé les deux derniers vélos que j'avais du team et je les ai jamais vendus, quoi. Alors, on rentre un peu dans les détails techniquement là, mais c'est des vélos qui tiendraient la route aujourd'hui encore ou? Bah là, typiquement, tu vois, là, je vais reprendre le vélo, là, je sais pas quand, mais je vais reprendre le vélo. Je compte m'en servir à nouveau. Alors évidemment, Ah oui. ils ont pas les dernières technologies, ils ont pas les freins à disque parce que c'est encore les anciennes techno. Ils ont pas autant de vitesse que les nouveaux d'aujourd'hui, mais le carbone ou tu vois, la structure du cadre, elle n'a pas changé, quoi. C'est toujours Ouais. les mêmes techno, donc j'ai envie de dire que pour le moment, ça me suffit. Enfin, ça me va très bien, quoi. Ok. Ils sont encore performants. Je sais même pas si, par contre, je sais pas si j'aurai le physique pour les emmener, quoi. C'est ça mon inquiétude plus. Ah ouais. Ouais, ça peut être un peu brutal quand tu te Et remets. ouais, c'est ça. Mais bon, on verra. Ouais. Que tu as un comparatif, enfin une échelle de comparaison qui est celle de ta période de haut niveau quand il faut se remettre dedans, ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu, exactement. Mais bon. On est un peu exigeant des fois. Ouais, c'est ça. Ok, donc t'intègres ce team Bouygues. L'aventure, elle dure combien de temps pour toi avec eux? L'aventure, elle va durer donc de 2005 jusqu'à 2009 à peu près, Ok. parce que il s'est passé un truc un peu avant. On est dans la période des Olympiades de Pékin. Donc là, on est sur 2008. Donc moi, mon objectif après avoir été remplaçant pour les Jeux d'Athènes, c'est clairement de faire partie du voyage et d'aller à Pékin pour briguer une médaille, quoi. Donc là aussi, je mets tout en œuvre pour y arriver, pour arriver à mon objectif, que ce soit hygiène de vie, entraînement, enfin voilà, j'en fais toujours plus que ce qu'on me demande parce que je suis têtu, parce que je suis engagé, parce que voilà, je me dis ça suffit pas, il en faut encore, encore et encore. Et c'est en fait en 2006, en août 2006, il y a un matin, enfin je commençais depuis quelques semaines à sentir de la fatigue arriver, j'étais pas en grande forme. Dans le jargon, comme on dit, j'étais un peu collé sur la route. Je me dis, mais purée, j'avance plus. Enfin, il y a rien qui, c'est bizarre. Peut-être qu'il faut que je fasse une petite coupure. Et puis, il y a un matin, en fait, j'étais dans mon lit et j'ai jamais pu me lever, en fait. J'ai pas réussi à me lever. J'étais complètement, mais j'ai cru que j'étais collé au lit, quoi, et incapable de me lever. J'arrive tant bien que mal à attraper mon téléphone en me disant, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'appelle mon médecin qui me suivait à la clinique du sport là sur Bordeaux. Je lui dis écoute, ça va pas du tout. Je suis dans mon lit, je décolle pas, j'y arrive pas. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Et là, il me dit on va faire des prises de sang et on va voir s'il y a quelque chose. Donc tant bien que mal, j'arrive à aller faire ma prise de sang. Et les résultats tombent, le coup près tombe. Mon médecin me rappelle et puis il me dit en fait t'as une mononucléose. Oh, punaise. Donc dans la version là c'est le surentraînement en fait. J'ai les batteries à vide, j'ai plus de jus, j'ai plus rien. Enfin, tout est à plat. Il me dit là t'en as pour 8 mois si c'est pas un an quoi.
faut que tu te reposes, quoi. T'es arrivé à bout, quoi. Et là, Alors attends, parce que là, mononucléose, pardon, excuse-moi Loïc, mais ouais, mononucléose, conséquence du surentraînement ou ouais, 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 conséquence du surentraînement, en fait. Et puis, enfin, du surentraînement, de la de malnutrition, l'épuisement, quoi. Ouais. parce qu'en fait, à l'époque, on n'était pas du tout suivi en termes de nutrition, et j'ai fait n'importe quoi, clairement. Et puis dans le vélo, alors, le vélo est un sport ingrat dans le sens où tu es à la recherche de l'optimisation, donc tu es à la recherche d'être Le le plus poids. léger possible, exactement, avec Ouais. le poids. Donc tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais manger une pomme et du jambon, quoi. Parce Ah, que comme ça, je vais sécher, et puis comme ça, je vais être encore plus performant. Mais sauf que j'étais en train de faire tout ce qu'il ne fallait pas, quoi. J'en étais même arrivé à des bêtises complètes. J'allais des fois m'acheter du lyophilisé, quoi. Des plats lyophilisés en me disant, je vais pas grossir. Parce que j'avais qu'une crainte, c'est de grossir, de prendre du poids, parce que pour moi, prendre du poids, c'était ne plus être performant, quoi. attends, lyophilisé, tu les bouffais non réhydratés du coup? Si un peu réhydraté, mais je sais pas pourquoi, je me disais avec ça, bah, je serais moins gros, je prendrais moins de poids, je vais Ok. sécher, je vais être plus performant. Enfin voilà, enfin en fait, je me suis détruit en fait. Ouais, ouais. Ouais, moi je mangeais des pâtes mi-cuites parce qu'on m'avait dit ça absorbe Ah l'eau ouais, dans l'estomac. Du coup, ah ouais, voilà, d'accord. génial. Mais non, non, c'était donc voilà, et là, bah, tout s'effondre en fait. Tout s'effondre parce que les rêves de jeu s'effondrent aussi, parce qu'on te dit bah c'est fini, parce que tu pourras jamais revenir à temps pour les échéances. Donc et ben là s'ensuit une grande phase de dépression en plus, évidemment, parce que tout s'effondre, parce que là on se dit tous ces sacrifices pour ça, tous les sacrifices de ne pas avoir fait de sortie avec ses potes, de pas avoir fait des voyages, d'avoir profité, tu vois. Enfin moi je roulais, je faisais 25 000 bornes par an. Enfin moi j'étais vraiment focus vélo, quoi. Il y avait rien d'autre dans ma vie, quoi. Voilà, je me levais vélo, je vivais vélo, je dormais vélo, je mangeais vélo. Enfin, pour moi, c'était le vélo, le vélo, le vélo, quoi. Et voilà, et c'est là, tu te dis, mais tout ça pour ça, mais quelle bêtise, enfin, c'est terrible. J'ai raté ma vie. Enfin, voilà, alors là, c'est le cauchemar. Je peux même plus voir le vélo à la télé, je peux plus entendre parler du Tour de France. Enfin, je veux plus en entendre parler, quoi. Là, je me dis, c'est fini, quoi. Et voilà, ouais, pendant une bonne année, voire un peu plus, bah, j'ai été suivi par un psychiatre pour pouvoir m'aider à me reconstruire, quoi, et à pouvoir gérer cet événement et me dire que il m'aura fallu, je pense, 3 4 ans, si c'est pas plus, honnêtement, pour me Hmm. dire que finalement, cette carrière de niveau, ça aurait été une chance dans ma vie, ça aurait été une école de la vie extrêmement enrichissante, mais ça n'est pas arrivé de suite, quoi. Tu vois, il m'avait vraiment fallu Ouais. du temps pour l'absorber, le digérer, quoi. Ça a été long, quoi. Ça a été un processus qui a été très très long. Tu dirais, tu t'expliquais un peu plus tôt que ta vision du handicap, c'est que finalement ça t'avait forgé, enfin voilà, tout. Ouais, Et puis après derrière, ces merveilleux commentaires qui te disaient que tu allais finir tes jours, enfin globalement rien faire de ta vie, t'avais ouais. aussi servi finalement de booster. Avec du recul maintenant, à 47 ans, tu le vois comment cet épisode mononucléose, fin de carrière pro, d'un point de vue positif, on va dire, enfin positif, ou en tout cas, Ouais. comment est-ce que ça a contribué à écrire la suite de l'histoire? Bah en fait, après coup, je me suis dit, mais en fait, je suis hyper chanceux. Je suis hyper chanceux, pardon, parce que j'ai vécu une carrière de haut niveau. J'ai intégré un top team. J'ai côtoyé des pros. J'ai couru avec des pros. Enfin, je peux vraiment être fier de ça, quoi. C'est, et c'est une grande chance. Et c'est en ça que je dis que mon handicap a été ma plus belle opportunité parce que c'est grâce à lui que j'ai vécu ça. Mhm. En partie. Alors évidemment, après il y a la mentale, il y a plein d'autres choses, mais sans lui, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu là, quoi, tu vois. Et, et si j'ai dû m'arrêter brutalement comme ça, bah c'est comme ça. Tant pis, c'est la vie, c'est que ça devait être écrit de cette manière-là. Et puis voilà. Et puis il y a eu d'autres choses après. Donc aujourd'hui, je vis cet épisode-là positivement. Enfin, en tous les cas, c'est pas une. Aujourd'hui, c'est plus du tout je le vis pas du tout comme un échec. Ouais. C'est quoi la place du vélo du coup aujourd'hui dans ta vie, si ça a encore de la place? Bah aujourd'hui, ça a repris de la place parce que donc en début 2025, j'ai eu des douleurs au niveau de mes hanches et c'est là qu'on m'avait demandé d'être, enfin on m'a demandé, on m'a dit tes hanches sont usées, enfin elles sont arrivées en rupture mécanique, là on peut plus.
On peut plus vraiment attendre. Il faut qu'on t'opère, faut qu'on te pose des prothèses de hanche parce que tu souffres trop et parce que les douleurs que tu as dans le dos ou que tu as sur le psoas par exemple viennent de là, quoi. Donc il faut qu'on t'opère. Et Parce que du coup, pardon Loïc, ouais. l'usure prématurée, c'était une usure prématurée donc qui était liée à quoi En fait, du fait que les articulations soient détruites du côté droit, j'ai surcompensé avec les articulations du côté gauche, donc ce qui fait Ah oui, que d'accord. ma hanche du côté gauche s'est usée prématurément. Le professeur qui me suivait pour les hanches m'avait toujours dit, je ne veux pas t'opérer parce que j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, tu es autonome, aujourd'hui, tu marches. Voilà. Alors, il me disait ça à l'époque, quand j'avais une dizaine d'années. Je ne veux pas t'opérer, on t'opérera le jour où tu seras, le jour où tu auras des douleurs Ouais. intenables, voilà. Donc, depuis, il est parti à la retraite, c'est d'autres chirurgiens qui me suivent aujourd'hui. Mais voilà, c'est de l'arthrose, en fait. J'ai fait de l'arthrose, j'ai fait de l'arthrose sur les hanches. Alors, je pensais me faire opérer plutôt vers les 55, tu vois, 56 ans. Bon, c'est arrivé 10 ans plus tôt, c'est comme ça, c'est pas grave, quoi. C'est comme ça, donc c'est comme ça que le vélo a repris une place dans ma vie aujourd'hui, parce que le chirurgien qui m'a opéré m'a dit bon, on va vous opérer en octobre 2025. Donc quand il m'a dit ça, c'était au mois de mars 2025. Par Ok. contre, on a 6 mois devant nous. Pendant ces 6 mois, je veux que vous fassiez du vélo. Il faut que vous renforciez les articulations, les cuisses, les fessiers, pour que lui, ça l'aide dans sa chirurgie, parce que ça les aide, ça les aide. Et puis pour moi, après en post-opératoire, pour que je puisse récupérer plus vite. Ouais. Donc le vélo est revenu, je sais pas, alors c'est pas naturellement, parce que là on me l'a imposé. Et en fait, je me suis dit, purée, ça m'avait manqué, quoi, en fait, tu vois. Et pendant toutes ces années où je m'étais dit, je veux plus parler de vélo, tu me feras jamais remonter sur un vélo parce que c'est hors de question. Et puis parce que quand je monte sur un vélo, je ne sais pas en faire en mode plaisir, quoi. Je me suis engueulé de nombreuses fois avec ma femme, où ma femme me disait, mais c'est bon, quoi, on a le temps. Et moi, je lui disais, non, mais c'est bon, il faut y aller, là. On se fait chier, quoi. Et c'est grâce à elle que j'ai repris, ou que, en tout cas, j'ai découvert la notion de plaisir dans le vélo, tu vois. Ok. Et que j'allais faire du vélo vraiment pour m'oxygéner, prendre l'air, et pas forcément être dans le mode compétition. Quelle moyenne, quelle distance, quel dénivelé, tu vois. Voilà. Donc le vélo est revenu comme ça dans ma vie et là, tu vois, ça me, ça me pique bien comme il faut en ce moment. Hmm. J'ai qu'une hâte, c'est de remonter sur un vélo et je sais pas encore dans combien de temps j'y remonterai, mais ça me tarde. Du coup, octobre 2025, si j'ai bonne mémoire, c'était la première opération. Ouais, c'est Pause. ça. Donc, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait une pause de la moitié d'une hanche, à Non, peu alors là, près, c'est ça? c'est une prothèse totale de hanche, Ok. avec en plus une greffe osseuse parce que mon bassin est pas très bien constitué, et puis surtout ma hanche est en arrière de bassin, et que là, il faut la ramener en avant de bassin. Donc ça, enfin, c'était une chirurgie complexe. Enfin, les deux chirurgies ont été très complexes. Donc le chirurgien s'est un peu amusé, si je puis dire. Et voilà, ça a été un peu, c'est pas comme, c'était pas une opération lambda comme on peut le voir aujourd'hui, où les personnes le font en ambulatoire. C'est-à-dire que pour Ouais. une prothèse aujourd'hui, tu rentres le matin, tu sors le soir, tu remarches quasiment. Je, je vais peut-être un peu rapidement, mais sauf que dans mon cas, c'était pas du tout le cas, parce qu'il a fallu que je sois immobilisé pendant 6 semaines pour laisser la greffe osseuse prendre, tu vois, enfin se consolider. Donc ça a été un cheminement un peu plus complexe qu'une prothèse classique. Et donc là, on l'avait rapidement évoqué un peu plus tôt, où je t'avais posé une question sur l'identité, etc., par rapport à cette opération de la dernière chance de l'époque. Là, le sujet de l'identité, si j'ai bonne mémoire, Ouais, il s'est repointé. yes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, il s'est repointé parce que le chirurgien m'a dit, vous allez voir, vous allez revivre. Et en fait, quand il m'a dit cette phrase, je l'ai pas compris sur le moment. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça? Ben, vous allez voir, vous allez avoir des mobilités de hanches qui sont bien plus supérieures que ce que vous ne pouvez connaître aujourd'hui. Limite, il commençait à me dire, ben, vous ne boiterez peut-être plus, parce que suivant comment je vais réaliser la chirurgie, il se peut que je rallonge votre jambe du côté droit. Et en fait, moi, j'ai résumé ça dans le mode, purée, mais demain, je ne suis plus handicapé. Je suis plus une Ouais. personne en situation de handicap. Et en fait, demain, qui je vais être, quoi.
Parce que moi, en fait, je me suis construit avec mon handicap. J'ai vécu depuis 47 ans, je vis avec mon handicap. Et à la différence d'une personne, tu vois, qui a eu un accident de la vie dans son parcours, a la possibilité de faire un peu un avant-après. Ouais. Mais sauf que moi, quand les gens me disaient, mais tu vas voir, tu vas revivre, c'est que du mieux, je leur disais, mais je comprends pas, quoi. Et en fait, ça m'a vraiment perturbé. Je me suis posé tout un tas de questions et je me suis adjoint les services d'une psychologue parce que franchement, j'avoue, j'y arrivais plus tout seul pour pouvoir un peu aborder ces questions d'identité avant même la première intervention, parce que même tu vois, pour te raconter une anecdote, avec ma femme, on avait été à un concert à Bordeaux peu de temps avant l'opération. On est passé par l'accès réservé aux personnes en situation de handicap et j'ai dit à ma femme, ah bah faut que j'en profite, c'est la dernière fois que je vais y passer par là. Parce que demain je serai plus en situation de handicap, quoi. Sauf que bah en fait non, c'est pas le cas, tu vois. Enfin, j'ai encore mon épaule par exemple qui est pas résolue. Enfin voilà, j'ai encore des soucis. Je vais être encore handicapé demain, quoi. Mais en tous les cas, ça m'a vraiment perturbé, quoi. Parce que je pensais que je serais plus le même demain, quoi. Ouais. Mais c'est quand même perturbant de voir les mobilités de hanches que j'ai aujourd'hui, quoi. Parce que je fais des choses que j'ai jamais fait, quoi. Par exemple, écarter les jambes quand t'es assis, je l'ai jamais fait, quoi. Et je me retrouve à faire des trucs comme ça. Et des fois, quand je vois mes jambes, je me dis mais c'est pas moi. Ou pincez-moi, c'est pas moi. Enfin, Ouais. et c'est perturbant en fait. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment perturbant, quoi. Non, mais c'est ultra intéressant ton histoire, enfin sur cet aspect-là en particulier, parce que enfin moi c'est la première fois que j'échange avec quelqu'un qui tourne la page sur un handicap de naissance, tu vois. Finalement, voilà, à 47 ans, enfin tu le fais à 47 ans et pas à 12. Ouais, carrément. Donc oui, tu as toujours vécu comme ça. Non, c'est ultra intéressant parce que ça fait se poser des questions sur plein de choses, nos repères, nos références, etc. Et, Ouais, parce que tu vois, je m'imaginais quand il me disait vous allez revivre, je dis mais en fait je vais être comme tout le monde, je vais pouvoir croiser mes jambes, chose que je pouvais pas, mais alors, je pourrais pas le faire au final parce que j'ai pas assez de mobilité malgré tout, tu vois. Mais c'est les questions que je me posais avant quand je dis mais purée, avant les interventions, je dis mais en fait je vais pouvoir faire tout comme quelqu'un qui est valide. Bon en fait non, pas tout à fait. Mais voilà, ça perturbe en fait. ouais, Mais ça perturbe aussi encore aujourd'hui, tu vois, de voir les mouvements que j'ai jamais pu faire et que je peux faire aujourd'hui, quoi. Et tu c'est que redécouvres ouais, je me finalement. redécouvre et c'est que le Ouais. début parce que tu vois là j'ai réattaqué la kiné là que depuis pour la deuxième hanche que depuis 3 jours et ça progresse quoi et ça va vite et ça va s'améliorer quoi donc c'est chouette. Énorme. Oh là là. C'est une belle aventure, Ouais, c'est clair. c'est c'est un chamboulement mais ça a été compliqué tu vois sur la deuxième hanche ça a été compliqué parce que l'intervention était encore plus complexe que la première. Mais bon, c'est vraiment puis ça m'apprend encore la patience parce que je suis pas très patient. Ouais, 6 semaines allongées. En plus, tout ce qui est hanche et tout, c'est vraiment un point, c'est le pivot complet Ouais, du corps, donc ouais. Et c'est puis là, ultra pénible. si tu veux, ça a été compliqué parce que comme ils m'ont la pose de la prothèse sur le côté droit, qui était donc la hanche la plus abîmée, et à la base, le chirurgien m'avait dit on ne pourra jamais vous l'opérer votre hanche droite parce qu'elle est trop abîmée quoi. L'infection, l'ostéomyélite a trop endommagé l'articulation. Et en fait, au final, il a il numérise tout maintenant en 3D. Avec un scanner 3D, il a réussi à voir que finalement, il y avait une faisabilité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que quand ils m'ont posé la première prothèse, j'avais déjà donc un écart de jambe, une longueur de jambe de 4 centimètres. Et la pose de la première prothèse m'a rallongé la jambe de 3 centimètres. Donc j'avais 7 centimètres d'écart entre les deux jambes. Donc Ouais. là, ça devenait très compliqué. Et j'ai dit au chirurgien, faut pas me laisser comme ça, parce que là, donc il m'avait répondu très sympathiquement, non, non, ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser comme ça. Et voilà, et donc là, le fémur du côté droit était rallongé de 5 centimètres d'un coup, avec la pose de cette prothèse, et musculairement, au niveau des nerfs, au niveau des tendons, des articulations, ça tire beaucoup. Et les douleurs nocturnes, c'est assez compliqué, parce que les douleurs ressurgissent la nuit, notamment. Et j'ai passé 6 semaines compliquées, là ça va un peu mieux, je commence à voir le bout la sortie du tunnel. Mais ça n'a pas été simple, là. Le passage, ça a été très compliqué à appréhender.
C'est quoi les grandes étapes, du coup, la suite, au-delà de la rééducation? Est-ce qu'il reste des choses sur ce sujet? Bon, bah là, il y a encore du boulot parce que aujourd'hui, je marche pas, je marche avec les béquilles, tu vois, j'ai pas encore je marche pas, je marche avec mon déambulateur par moment dans la maison et avec mes béquilles à l'extérieur. Là, je peux pas encore déployer la jambe droite parce que les muscles n'ont pas pu pousser de 5 centimètres d'un coup comme les os ont pu le faire, donc il faut laisser du temps encore. Donc il faut que je fasse de la kiné. J'espère pouvoir aller au CERS de Cap-Breton avant Ah oui. l'été pour pouvoir faire une réathlétisation, tu vois. Parce que en tant qu'ancien sportif de haut niveau, je peux avoir accès à ces centres. Donc ça serait une étape importante en tous les cas pour dans mon process de reconstruction. Donc voilà, c'est déjà de réapprendre tout ça, remarcher, me réathlétiser et puis remonter sur le vélo. Mais là encore, je me fixe Ouais. aucun jalon temporel parce que j'ai pas envie d'être déçu ou de me dire oh là là, je me suis fixé un objectif inatteignable. Je veux vraiment avancer pas à pas. Et ça a été la leçon, la grande leçon de ces deux interventions, c'est vraiment de prendre son temps et d'avancer pas à pas, quoi. Et s'il faut 2 ans, tu vois, alors, j'ai en tête un projet ou un défi sportif là, que je m'étais fixé en 2027 et depuis 15 jours, 3 semaines, je me dis, si ça se trouve, ça sera peut-être qu'en 2028, quoi. Ouais. Je veux pas du tout me mettre de pression. J'ai de la pression, on s'en met suffisamment, je pense. Et voilà, je veux prendre mon temps, me reconstruire avec ces 2 nouvelles prothèses, découvrir mon corps, mon nouveau corps, et l'appréhender, quoi, comprendre comment il fonctionne et avancer avec lui, quoi. Ouais, il vaut parfois mieux ralentir pour Ouais, mieux accélérer derrière. exactement. J'ai pas envie de me blesser. Enfin voilà, tu vois, j'ai pas envie d'aller plus Ouais. vite que la musique. Il y a pas d'urgence franchement, et je veux vraiment prendre le temps de me reconstruire et voilà. Je veux pas. Enfin, ça a été compliqué là depuis le 20 octobre, donc je veux pas précipiter les choses. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, ouais, c'est ce que je te souhaite, Yes. un bon rétablissement rapide et complet. Oui. Tu as évoqué une autre discipline en intro, on n'en a pas encore parlé pour le moment, Ouais. mais il nous reste un petit peu de temps pour le Yes. faire. Alors, c'est pas paddle tout court, c'est l'ultra paddle, ça je m'en rappelle, C'est mais c'est le du prone prone paddleboard, paddle. ouais, version Ok. allongée ou à genoux. Et en fait, ouais, c'est une discipline. En fait, comme un cas de haut niveau, c'est stoppé donc brutalement là, comme je l'expliquais. En fait, j'ai eu un besoin de faire encore alors c'était pas forcément du haut niveau, mais j'avais encore besoin de me dépenser ou en tous les cas de me prouver quelque chose ou de me dire que j'étais pas fini, quoi, quelque part, ou que Ouais. la façon dont c'était stoppé cette aventure-là, me dire que bon, j'étais encore capable de faire quelque chose, tu vois, et que c'était pas infaisable, quoi. Et en fait, par des connaissances communes, donc on m'a présenté Stéphanie Barnex, qui est renommée dans la discipline. Et c'est elle qui m'a mis sur la planche, c'est elle qui m'a appris la discipline, et c'est elle qui m'a donné goût à cette discipline. Déjà parce que j'aimais aussi l'océan, et j'avais cette envie de retourner à l'océan, parce que j'aimais le surf, les vagues, tout ça. J'aime la voile, enfin j'aime l'océan, parcourir des longues distances. Et comme ça se rapprochait un peu enfin c'était un sport d'endurance, hein, clairement. Sauf que là, au lieu de fonctionner avec les bras, avec les jambes, on fonctionne avec les bras. Donc ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment pris le virus. Et c'était entre 2008 et 2011, j'ai fait quelques courses, mais j'ai surtout fait des défis parce que le mode course, tu vois, c'était plus du tout un mode qui me plaisait. J'étais plus du tout en ligne avec ça. Moi, je préférais presque faire une compétition, quoi, face à moi-même et face à l'élément, face à l'océan. Donc voilà, j'ai fait quelques défis, quelques tentatives de record en Méditerranée notamment. Sur, par exemple, la Ciotat Marseille, qui fait à peu près 19 000 nautiques. Donc 19 000 nautiques, faut le doubler, donc ça fait à peu près un peu moins de 40 kilomètres. Et je l'avais effectué en presque 6 heures, un peu moins de 6 heures même. Donc, Ah, quand même, ouais, c'est du long. ouais, c'est du long. Et puis, c'est pour ça que je le dis, ça se rapproche un peu de l'ultra trail, quoi. C'est vraiment des gros engagements d'endurance. Et donc c'est une discipline qui m'a apporté un autre aspect en termes de développement mental, de développement physique, de connaissance de soi, et
Et je pense que ça m'a aussi permis de fermer le volet du haut niveau, ou en tous les cas du sport de compétition, en me disant, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le haut niveau, dans le dépassement de soi, et voilà, alors je sais pas si je peux m'arrêter, comment dire. Enfin voilà, j'étais content de moi, quoi. Plus rien à prouver, Plus rien peut-être, à c'est ça? prouver, ouais, Ouais. exactement, ouais, merci. J'avais bouclé la boucle, quoi. J'avais fait tout ce que je pouvais faire et ce que je voulais faire, et voilà, je suis arrivé en 2011, et puis 2011, c'est l'époque où après j'ai rencontré ma femme, et puis voilà, on avait nos projets ensemble, donc voilà, fallait que je tourne enfin, fallait, non, c'est pas que je fallait, j'ai tourné la page naturellement. Ouais. Mais ça a été une belle période, quoi. C'est, OK, question toute bête, mais sur une épreuve de 6 heures comme ça où tu es en mer, dans le cadre d'une course, pas d'un entraînement ou tu vois, Ouais. d'un défi que tu te ferais en solo, il y a des ravitaux, ou tu as tout sur ta planche? Alors en général, alors quand c'est en mode course, tu as tout sur ta planche, mais suivant la longueur de la course, tu peux aussi avoir un bateau d'assistance qui te suit, ne serait-ce que pour la sécurité, si jamais tu arrives Ouais. à un pépin physique, qui lui après peut te passer du ravitaillement. Donc OK, t'es pas ouais. tout seul. Et là, clairement dans mes défis que j'avais fait en Méditerranée, j'étais en sécu avec un Zodiac qui me suivait sur toute la longueur du parcours, quoi, pour me passer le ravito évidemment, et pour en cas de soucis, quoi, physique OK. notamment. Et ça existe ce genre d'épreuve sur, plus de 24 heures, en tout cas qui implique la nuit ou trop compliqué pour la navigation et tout? Alors il y a des défis, Stéphanie là, notamment dont je t'ai parlé, elle a fait des défis beaucoup plus enfin beaucoup plus engageants, qui vont au-delà de 24 heures. Elle, par exemple, elle a traversé l'Atlantique, elle a traversé le Pacifique en équipage, enfin en équipe, ils étaient en relais. Ouais. Mais voilà, oui, ça peut se faire après, hein. Mais la rame de nuit, c'est encore autre chose, parce qu'il y a une perte de repère, on voit plus la ligne d'horizon, Et oui. tu peux avoir du mal de mer. Enfin, c'est très complexe à gérer. Moi, par exemple, sur le défi que j'avais fait entre La Ciotat et Marseille, j'étais parti de nuit très tôt le matin pour avoir les meilleures conditions, très peu de vent, une mer assez calme. Et c'est perturbant, quoi, parce qu'on voit rien, quoi. On a sa lampe torche sur le front, on voit rien du tout, quoi. Et en termes de repères, c'est perturbant. Enfin, ça fait vraiment bizarre, quoi. Ouais. Et ça s'apprend, Tu mais sans le m'étonnes. travail, tu vois, à l'entraînement, ça fait partie des entraînements à aborder pour pouvoir bien gérer ces passages-là, ouais. OK. Alors, j'avais une invitée en 2022, donc ça commence à dater, Emmanuelle Bécheron. Eh ben, elle faisait partie Ah bah voilà, parce de que l'équipage qui a traversé le Pacifique voilà, quand tu dis dernièrement. traverser le Ouais, c'est Pacifique avec ça, des femmes, je pense pas qu'il y ait exactement. 36 000 projets comme ça. Non, non, c'est clair. OK, donc elle était dans l'équipe, Manu faisait d'accord. partie, ouais, exactement. Elle faisait partie du OK, OK, team. Ouais, OK. Donc c'est c'est ça. avec l'association, Hope, si je me souviens bien, ouais. Team East, ouais, Optimiste et Cap Optimiste, c'est ça, excellent. pour les personnes atteintes de cancer et de dépassement de soi, et d'utiliser le sport comme moyen de reconstruction. Ouais, ouais, OK. Oui, parce que quand tu m'as dit planche de 6 mètres, je me dis: «Ah oui», en fait, Ça te parlait? ça me parlait. C'est Ouais. les, une autre appellation. Est-ce que ce serait du coup alors attends, j'ai la description de l'épisode sous les yeux, c'est sauvetage sportif, c'est les ba Sauvetage côtier. Sauvetage côtier. sauvetage côtier, OK. Ouais. Donc c'est ces tailles de planche, 6 mètres, sans Alors, pagaie à la force des bras. ouais, exactement. Ça, c'est pour le longue OK. distance. Après, tu as d'autres tailles, hein. Tu as du 12 pieds, donc ça fait 12 pieds, ça fait à peu près un peu aux alentours de 3 mètres, tu vois. OK. Mais sur les longues distances, ouais, c'est du 6 mètres en général qui est OK, utilisé. OK. Bah, si du coup il y en a qui sont intéressés, foncez écouter l'épisode avec Yes, Emmanuelle, c'était vraiment carrément. hallucinant. Elle nous avait parlé, elle aussi de sa reconstruction d'ailleurs après un événement Mm, perso mm. dramatique et comment elle s'était lancée dans ce projet, 8000 kilomètres à travers le Pacifique sur une planche de 6 mètres de long. Voilà. Yes, carrément. Yes. Excellent. Alors on a énormément parlé de cyclisme, on a parlé de reconstruction, de construction avant de se reconstruire même, de prone paddle. C'est quoi la suite pour toi? Tu as rapidement évoqué, et je ne sais pas si tu veux en parler, mais tu as rapidement évoqué des défis, tu vois, que tu avais en tête, a priori plutôt pour 2028 maintenant. Ouais, Euh, c'est quoi qui se présente Et attention, hein, parce que j'ai déjà eu plusieurs invités qui ont annoncé des défis sur le podcast. c'est Tu vrai. te retrouves un peu obligé de le faire De le après. Une faire fois que c'est dit, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, ouais, je me lance. Je suis fou, je me lance. Ouais, j'ai un défi parce que, comme je te disais on en parlait tout à l'heure sur les problèmes, enfin, c'est pas les problèmes, mais sur les questions d'identité. Je me disais, purée, faudrait que je me lance un défi à vélo
bah, pour parler de ce chemin de la reconstruction, ce chemin intérieur, tu vois, mais un défi qui soit pas forcément performance. Et en fait, par le plus grand des hasards, mais même s'il n'y a pas de hasard dans la vie, je suis tombé sur le défi des 7 majeurs. Ah ouais. Qui est un parcours cycliste donc entre la France et l'Italie à la conquête, si je puis dire, des 7 géants des Alpes du Sud. Donc il y a le col de Var, je crois, le col d'Isoire, le col d'Aniel, il y a le Semper, le Fonira, le Fonira, Lombarde, il y a le col de la Bonnette. Et ils font ils culminent tous à plus de 2000 mètres. Donc ça fait à peu près 360 km avec 11 000 mètres de dénivelé. Et en fait, dans ma tête, je me dis, je me ferais bien ce défi-là avec mes nouvelles prothèses de hanche. Énorme. Alors je te dis ça, mais quand je raconte ça, j'ai la frousse, tu vois. Mais je suis excité en même temps. Enfin voilà, Tu connais du coup la confrérie des 7 majeurs, ça te parle? Ben oui, je me suis rapproché d'eux pour voir comment ça se passait. Et ouais, carrément. Trop bien. En plus, là, ils sont en train de développer un logiciel pour paramétrer ton parcours. Enfin, ils font des super trucs là. C'est excellent. Énorme. Ouais, sacré défi. Ouais. Ok. Pas sacré simple, défi. Je pense. En tout cas, si tu veux, j'ai eu un invité, Nathan Courtier, là aussi, lien en description de cet épisode, si vous voulez aller écouter, qui l'a fait en moins de 24 heures. Waouh. Les 350 km, 11 000 mètres de dénivelé. Donc, si tu veux des conseils ou des tips carrément. Quelqu'un qui l'a fait, j'imagine que tu es déjà bien connecté, mais voilà, hésite pas. Non, mais carrément. C'est toujours bon à prendre. Trop bien. Écoute, Loïc, sacré défi à venir. Moi, je voulais te dire un immense merci. C'était merci à toi. Un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi, surtout d'en apprendre plus sur ton parcours. Plaisir partagé. Ultra inspirant de voir comment finalement la réflexion que tu portes sur toutes ces différentes étapes de vie par lesquelles tu es passé, et puis l'état d'esprit avec lequel tu abordes les prochaines. Hâte de voir ce que tout ça va donner, et puis je te propose un rendez-vous post-défi des 7 majeurs pour que tu nous expliques comment ça s'est passé. Je te tiens au courant de toute façon. Yes. D'ailleurs, parce que tu as un avantage en termes de poids à avoir des prothèses de hanche, c'est plus léger pour le vélo. C'est-à-dire au niveau de mon organisme, au niveau de mon... Est-ce que en changeant tes hanches, je me suis même pas posé la question, tu vois. Ça se trouve, parce que c'est quoi? C'est du titanium, du carbone? Je sais plus, c'est des alliages maintenant, mais il y a du c'est en titane. Enfin, il y a des alliages, différents alliages, mais tu vois, je me suis même pas posé la question. Mais en fait, ça doit quand même faire son poids. Enfin, je lui demande, tiens, c'est une bonne question. Je demande à mon chirurgien quel est le poids de. Tu viens de gagner quelques watts sur le vélo là. Ouais. Mais là, tu vois, c'est bon, ça m'a suffi les malnutritions, tu vois. Je ferai gaffe, tu vois. Si j'ai quelques kilos en trop, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je les perdrai le temps du défi, donc au fur et à mesure du défi. Ouais, il y a des chances. Excellent. Écoute, un immense merci Loïc. Merci Loïc. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci.